Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre visioconférence du jour. Aujourd'hui, on a la chance donc, de retrouver notre adhérente Magali Rebrun de RH, on dit RH Évolution. Alors, on dit un peu comme on veut, mais on peut dire Révolution. Ouais, D'accord. Donc, Révolution, cabinet de conseil en RH, qui va nous expliquer, nous donner des clés et des astuces pour optimiser vos RH. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas ou bien à lever la main ou alors à les mettre directement dans le chat et on vous donnera la parole avec grand plaisir au fur et à mesure. Le tout étant que ce soit le plus interactif possible et qu'on puisse vraiment le plus répondre à vos attentes. Voilà. Magali, je te laisse la main et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne visioconférence. Merci Elodie. Bonjour à tous. Alors, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table. Je vais me présenter et puis après, je vous donnerai la parole pour que vous me disiez un petit peu quelle est votre activité ou votre fonction dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez et surtout dans quel but vous venez chercher des informations pour que moi, je puisse adapter au maximum mes informations. Donc, je m'appelle Magali Rebrun, j'ai 38 ans. J'ai 2 enfants, ça c'est juste pour expliquer les petites cernes du matin. J'habite à Contes dans l'arrière-pays niçois, je suis en campagne, pour ceux qui connaissent ce village, mais je ne suis pas très loin du centre-ville finalement. Et je suis consultante en ressources humaines. Donc, je travaille dans les ressources humaines depuis maintenant 17 ans. Donc, j'ai travaillé 15 ans en entreprise et ça fait 2 ans et demi que j'ai créé mon cabinet. Donc, j'ai été confrontée pendant 15 ans aux problématiques de la TPE, de la PME, aussi quelques grands groupes, mais je me suis spécialisée sur la TPE-PME parce que c'est vraiment le lieu où je me sens forte et où je me régale parce que on a des urgences, on a des tensions qui sont un petit peu supplémentaires. On n'a pas souvent les moyens de faire grand. Donc, il faut être un peu le couteau suisse en ressources humaines de pas mal d'obligations légales qu'on va aborder ce matin. À côté de cette casquette de consultante RH, je suis aussi formatrice sur tous les domaines des ressources humaines que je manie, que je manipule, et donc au plus près des dirigeants de PME. Et je suis aussi enseignante vacataire parce que l'enseignement et la pédagogie me plaît beaucoup. Donc ça, je suis enseignante depuis 7 ans maintenant. Donc j'ai travaillé quand j'étais salariée. J'ai commencé à travailler dans l'enseignement quand j'étais déjà salariée. Et aujourd'hui, je voulais déployer un petit peu plus. Et je fais aussi des bilans d'orientation scolaire. C'est très en lien avec l'enseignement et aussi le conseil qu'on peut amener du terrain. Et des bilans de compétences pour les adultes qui utilisent chez moi les mêmes compétences que celles attendues pour l'orientation scolaire. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà des questions sur mon profil. Si ce n'est pas le cas, on va entamer un petit tour de table. Est-ce que quelqu'un veut commencer par se présenter? Alors, Adeline, peut-être que tu peux lancer le tour de table. Vas-y. Je suis étudiante, du coup, je suis en stage chez RH Évolution et je m'occupe de tout ce qui est la partie communication et marketing. Là, je suis en 2e année de DUT TC à Nice, du coup, à l'IUT. Et voilà. Très bien, merci Adeline. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Anne-Gaëlle, peut-être? Alors, avec plaisir, bonjour à tous et à toutes, enfin plutôt toutes d'ailleurs. Je n'ai pas vu toutes les vignettes, mais j'ai vu beaucoup de... Je crois qu'il y a des messieurs aussi. Ah, super. J'étais en train d'essayer d'enlever mon fond, mais c'est pas grave. Il est sympa, petit bosquet de l'aube. Oui, alors moi je le voyais plutôt comme un coucher du soleil, mais oui, ça va faire l'aube pour ce matin. Alors, moi, pour ma part, Magali, pour tout te dire, je suis venue pour toi. Oh, merci. Et pour ma part, j'ai travaillé en entreprise, j'ai été directrice d'agence immobilière avant, il y a 5 ans, d'arrêter et de créer mon entreprise sur l'accompagnement des équipes. Et aujourd'hui, j'anime en team building, formation et coaching d'équipe et coaching individuel. Donc forcément, la question d'optimiser ses RH m'intéresse. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
Alors, je ne sais pas, est-ce que je prends la liste des participants, Bernard Husson? Oui, bonjour. Alors, je vais me présenter. J'ai au moins deux casquettes, mais je vais ne parler que de deux casquettes. J'appartiens à une association qui s'appelle France Qualité Performance, qui est tournée vers les entreprises et d'une manière générale toute organisation qui souhaite œuvrer dans la qualité, la satisfaction des clients, entre guillemets, puisque si c'est un hôpital, on va parler de patients. Et donc, l'association France Qualité, qui est une association nationale très ancienne, enfin, c'est la résurgence d'un certain nombre d'associations qui se sont occupées de ce thème de la qualité depuis bien des années, organise des prix, dont un prix sur la gestion du personnel. C'est des prix des bonnes pratiques. C'est annuel, ça se joue d'abord en région PACA et ensuite, si les meilleurs dossiers montent au plan national. Donc, parmi les critères de présentation d'une bonne pratique, il y a le personnel. Et puis, de toute façon, comme nous accompagnons ou nous aidons des entreprises à progresser, évidemment, rien ne peut se faire sans les hommes, qui est une raison de ma présence et de mon écoute ce matin. La deuxième association s'appelle ECTI, c'est une association 06 et nationale qui regroupe des retraités bénévoles et qui interviennent dans des entreprises, là encore, ou dans des organisations pour tout un tas de sujets. Et bien évidemment, le personnel est aussi une de nos préoccupations, puisque ça va de l'accompagnement d'étudiants pour les aider à trouver un poste, donc à rédiger un CV, etc. Ça passe par l'aide aux prisonniers qui sont en courte peine en général et qui vont sortir et qu'il faut aider pour leur réinsertion. Donc, un certain nombre d'activités. Je vous invite, si vous êtes intéressé, à aller sur le site ECTI, ECTI. Oui, et je vous invite, c'est très intéressant, merci, à mettre les coordonnées et vos coordonnées dans le chat pour qu'on puisse à notre tour y aller. Voilà. Ensuite. Merci. Eh bien, je m'en tiens là pour le moment. Merci. Très bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. J'ai Chloé dans le chat. Est-ce que Chloé veut se présenter? Oui, avec plaisir. Hop, je remets la vidéo. Enchantée. Donc, je suis Chloé Gary. Je travaille pour l'école ISCAE, qui fait partie des entreprises en lien avec PS06. Dans une partie de mes rôles est en lien avec les relations humaines, l'accompagnement des alternants dans leur recrutement en entreprise. Et donc, dans cet esprit-là, pour maintenir un peu à jour mes compétences, j'ai souhaité participer à votre présentation. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, j'ai un monsieur ou madame Lenoir. Je ne sais pas. Je n'ai que le nom. Non. Personne. Monsieur ou madame Lenoir? Non. Bon. Qui est-ce que j'ai? J'ai Christophe Tassano. Est-ce que Christophe, vous voulez vous présenter rapidement? Magali, Christophe te marque qu'il a un problème avec sa caméra et son micro. D'accord, très bien. Allez, au hasard, Thomas, vas-y. Bonjour à tous. Je m'appelle Thomas Luerne, je suis chasseur de tête et recruteur à mon compte depuis 1 an. Je fête ma première bougie. C'est enchanté d'être parmi vous. Du coup, voilà, ça y est, je t'ai trouvé. Et c'est toujours sympathique de participer à ce type d'atelier, que ce soit pour se remettre en question, développer de nouvelles pratiques. Voilà, on est là pour apprendre, pour échanger, débattre. Et voilà, quoi. Merci Thomas. Mais de rien. Je n'avais pas vu que tu étais là. Je viens d'arriver. Désolé pour le retard. Ça va, on fait le tour de table, tout va bien. J'ai monsieur ou madame Sanchez. Non. Encore au café, pas trop envie de parler. Qui est-ce que vous m'entendez? Oui, ça y est. Bonjour, je suis Jessica Sanchez, enchantée. Bonjour tout le monde. Donc moi, je suis responsable RH au sein des laboratoires Horus Pharma.
Et donc, je souhaitais participer à cet atelier pour pouvoir trouver de nouvelles méthodes et puis optimiser les RH en général et puis apprendre aussi de ce qui se fait dans d'autres entreprises pour qu'on continue notre croissance. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai à l'écran Madame Godet. Bonjour à tous. Stéphanie Godet, Office Manager chez GSX Groupware Solutions, une société spécialisée dans le développement de logiciels informatiques. En fait, moi, je suis là aujourd'hui par curiosité pour toujours apprendre comment on peut faire plus et mieux en ressources humaines dans un contexte où nous, on a été racheté il y a 1 an par un groupe international. Donc, on est dans une période de transition. Moi, j'ai plusieurs casquettes, RH, comptable, services généraux et plus encore. Donc, je suis là aujourd'hui avec ma casquette RH. Très bien. Bon, il y a du travail. Parfait. Merci beaucoup. J'ai Mélanie Guillory. Est-ce que Mélanie, vous voulez vous présenter? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Je vous entends. Oui, donc je me présente. Donc, je suis assistante ressources humaines à Stanislas à Cannes. J'ai été embauchée en mars 2020 donc pour une création de poste en ressources humaines. Donc avant, j'étais en alternance au sein de l'établissement et voilà, je me suis inscrite à ce webinaire pour apprendre de nouvelles choses et voilà, pour développer mes compétences. C'est noté, merci beaucoup. Jean-Philippe Lenoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça y est, merci Monsieur Lenoir. Oui, alors je me présente rapidement. Je suis un collègue, si on peut dire, de Bernard Husson. Je fais partie de l'association ECTI, les consultants seniors. Voilà. J'ai été pendant longtemps DRH d'une grande entreprise. J'ai fait partie du réseau entreprises et personnel. Et donc, je viens un peu me recycler sur les dernières nouvelles de la discipline. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, j'ai Nathalie Parsemin, oui, Parsemin, vraiment. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce. Si Nathalie... Oui, bonjour. Bonjour, donc c'est bien la prononciation, Parsemin. Voilà, donc je viens pour me tenir informée, pour nouer un certain nombre de contacts. Donc, j'ai une casquette de formateur, de consultant RH, de mentor, avec une expérience en fait de responsable RH également, et j'ai également une casquette de coach. Voilà, donc histoire de me tenir informée et de savoir ce qui se fait. Donc voilà, par curiosité. Merci bien. Merci à vous. Élodie, je crois que j'ai oublié personne. Est-ce qu'on a quelqu'un qui n'a pas parlé? Non, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous manifester. Voilà. Allez, on va attaquer. Donc, je suis désolée, je reste Vous n'aurez pas ma présentation en diaporama parce que j'ai quelques petits problèmes techniques là-dessus. Mais normalement, c'est visible pour tout le monde. N'hésitez pas s'il y a des choses qui ont besoin d'être plus détaillées à me le dire. Donc, aujourd'hui, on va aborder avec vous les grands sujets RH des entreprises pour être au plus proche des problématiques. Et on va essayer de vous répondre à vos questions dans une deuxième phase pour trouver des solutions adaptées à vos questionnements personnels et individuels, parce que c'est comme ça que j'aime bien travailler. On a un légal à appliquer, mais il ne s'applique pas partout de la même façon. Alors, j'ai proposé ce matin 4 grands sujets, pour essayer d'aborder un maximum de problématiques avec vous. Néanmoins, au vu du temps, on ne va pas pouvoir aller très en profondeur dans ces sujets. Donc, je vous propose une première approche de ces sujets, de voir en quoi on peut les améliorer chez vous. Et puis, bien sûr, si vous avez d'autres questions ou d'autres sujets plus particuliers, n'hésitez pas à mettre vos coordonnées dans le chat. On reviendra vers vous avec nos coordonnées pour que vous puissiez nous interpeller plus simplement et peut-être sur un peu plus de temps. Donc, le but aujourd'hui, c'est de parler recrutement, entretien professionnel, plan de développement de compétences, qui est l'ancien plan de formation, et DER. Donc, moi, je suis assez spécialisée dans le réglementaire applicable au RH.
Je fais un petit peu de recrutement pour les clients qui m'ont intégré dans leur méthode de travail parce que j'aime bien pouvoir recruter avec le sentiment de connaître très bien l'entreprise et de pouvoir lui fournir quelqu'un qui lui correspond vraiment. Alors aujourd'hui, on va voir comment utiliser ces outils et surtout comment tirer un maximum d'efficacité à vos niveaux. Donc, au niveau du recrutement, la première question à se poser, c'est toujours quel est exactement votre besoin. Donc, exprimer la demande, analyser cette demande et définir le poste et le profil. Alors, ça, c'est très technique. Néanmoins, il y a un outil qui est abordable pour vous, c'est la fiche de poste. La fiche de poste, il y en a nombreux d'entre vous dans ce chat qui doivent savoir ce que c'est. Néanmoins, je fais un petit focus dessus parce que ça reste un outil très intéressant. Pourquoi? La fiche de poste, elle permet de faire un point à date, à un instant T, de ce qu'est votre poste, de ce que vous demandez sur ce poste. Ça veut dire que ce n'est pas un métier que vous attendez, c'est un métier avec des spécificités. On va adapter pour l'entreprise, pour livrer votre business, pour livrer votre activité, votre produit individualisé. Donc, dans la fiche de poste, pour ceux qui ne la connaissent pas, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve la mission, c'est la finalité générale du poste, les activités et les tâches. Donc, les activités, c'est ce qu'on va demander sur le poste. Les tâches, c'est comment on déploie ces activités dans le détail. Et les exigences requises en termes de savoir-faire, savoir-être. Ça, un autre outil qui peut vous servir pour remplir les savoir-faire et savoir-être, c'est les fiches ROME, R-O-M-E, que vous pouvez trouver sur le site du Pôle emploi et qui vous serviront à alimenter ce type de fiches. Les modes d'accès et d'évolution en interne. Alors, il faut toujours faire très attention dans vos fiches de poste. Les modes d'accès, c'est le diplôme ou de quel environnement professionnel on va recruter la personne qui vient sur ce poste-là. Les évolutions possibles, on ne va pas dire dans une fiche de poste, dans 2 ans, vous passerez sur la fonction cadre ou la fonction responsable. Parce que vous allez être limité, vous allez déjà proposer quelque chose à un salarié qui va pouvoir s'appuyer là-dessus pour vous contrer ou pour interjeter auprès de vous dans son évolution carrière. Par contre, l'évolution possible, c'est de dire quel est le N+1 et quel est le N-1 pour que le salarié puisse se positionner dans la structure de l'entreprise. Et enfin, les moyens et les contraintes, c'est tout ce qui va faire les spécificités techniques, humaines, financières liées à la réalisation de la tâche dans votre entreprise. Donc, par exemple, les avantages véhicules ou autres qu'on peut y retrouver. Donc, la fiche de poste, c'est un outil intéressant parce qu'on fait une photographie de ce que vous avez besoin à un moment, à un instant T. Cette fiche, bien sûr, elle doit être mouvante et elle doit évoluer. On doit la mettre à jour et c'est l'occasion de la mettre à jour, soit quand vous recrutez, soit quand vous faites vos entretiens annuels avec la personne que vous allez interpeller, interroger à l'entretien. On en reparle tout à l'heure dans les entretiens annuels. Donc, bien sûr, quand on recrute, il faut toujours se poser la question du besoin. Le besoin en RH, on peut techniquement le poser avec ces fiches de poste. Néanmoins, je vous conseille toujours de faire un entretien avec le manager de proximité qui a besoin de la personne parce que lui va faire émerger des mots, des indications clés pour vous, RH et autres intervenants du recrutement dans l'entreprise, pour que vous puissiez vous projeter et analyser le profil qui doit être recruté. Parce que le profil, c'est tout ce qui est en dehors de ce que je viens de vous montrer de la fiche de poste, mais qu'on peut également positionner dans une fiche de poste. Et ça va être tout ce qui est soft skills, tout ce qui est relatif à la personnalité du candidat qu'on va recruter. Alors, une grosse question à se poser, c'est est-ce que vous avez le savoir-faire recruter en interne? Parce que très souvent, je vois des dirigeants qui se prennent la tête à recruter, qui ne savent pas faire et pour eux, c'est vraiment compliqué. Ils n'aiment pas ça, ils rechignent, donc ils reculent les échéances du recrutement. Alors moi, j'ai quelque chose à faire et à amener dans l'entreprise à ce moment-là, c'est de se dire, est-ce que vraiment vous savez faire? Est-ce que vous avez envie de le faire? Et combien ça vous coûte finalement de recruter vous-même? Parce que le temps perdu à attendre ou à faire mal parfois, ça a un coût. Ça a le coût du taux horaire du dirigeant qui veut absolument recruter ou du RH qui n'aime pas recruter ou qui n'a pas été formé pour et qui est plutôt sur les aspects réglementaires. J'ai vu par exemple des techniciens paye à qui on a demandé de recruter. Bon, on n'est pas du tout sur les mêmes profils.
Donc, recruter, c'est un vrai métier. Il faut que l'annonce puisse séduire, hein, qu'elle puisse sélectionner les profils de manière claire. On doit pouvoir y retrouver des rubriques essentielles, la présentation de l'entreprise, le logo. Parfois, on n'a même pas d'informations. Bien sûr, les intitulés du poste, les missions, le profil requis, tout ça, on en a déjà parlé. Certaines annonces se veulent très sexy et c'est ce qu'on veut. Il faut qu'on puisse savoir faire ça. On est communicant quand on fait une annonce. Donc, là, vous voyez, l'annonce que j'ai repérée sur Facebook, bon, elle donne envie. Hein. On a l'impression qu'on va partir en vacances. Bon, moi, en tout cas, c'est ce qui m'attire et c'est celle qui a fait mouche. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment calculer le coût de votre process RH de recrutement. Ce coût-là, ça prend un petit peu de temps de le faire. Et finalement, ceux qui n'aiment pas recruter, ils vont peut-être préférer calculer ce coût-là et de le comparer finalement avec ce que vous coûte un recrutement externe. Certains d'entre vous, là, recrutent, sont recruteurs et ils savent très bien ce que je suis en train de dire. C'est intéressant de calculer ce coût-là parce qu'en fait, on va se rendre compte que finalement, externaliser un recrutement, ça coûte cher, mais ça ne coûte pas plus cher que ce que ça me prend comme temps pour recruter. Donc finalement, est-ce que je n'ai pas un intérêt à développer mon commercial, à développer mon activité à côté et à laisser faire ce recrutement à l'externe plutôt que de le faire moi-même? Après, en tant que dirigeant, on peut aussi avoir envie de participer aux entretiens. Ça, c'est assez sympa. On a envie de savoir qui est-ce qui se présente. Et bien, on peut garder ça. Et on peut se dire, on peut passer par un recrutement externe, alors soit avec un consultant RH, soit avec un cabinet de recrutement, soit avec un chasseur de tête, et se dire, ben voilà, moi, j'ai envie de participer au recrutement. Quel est le prix que vous me proposez? Il faut absolument pondérer ce coût-là, calculer ce coût-là et voir qu'est-ce qui vous coûte le moins cher. Et si le moins cher, c'est de faire votre recrutement, et ben peut-être que vous le ferez avec plus de cœur. Ne pas oublier aussi la cooptation en recrutement. Donc, pensez que vos salariés sont les meilleurs recruteurs pour vous, si vous avez des pratiques éthiques et déontologiques en interne, bien sûr. Ça peut aider, ça a certains inconvénients. Si on fait trop de cooptation, on risque d'harmoniser un certain profil et certains salariés n'aiment pas forcément amener des profils. Néanmoins, moi, j'y vois que des avantages parce que ceux qui le font, ils le font plutôt bien et ça vous donne un vivier de CV, hein, une activité en interne qui vous permet d'émuler, de produire une émulation au sein de vos salariés. Et de ceux qui arrivent, ceux qui se proposent leur candidature, connaissent déjà quelqu'un dans l'interne. Et donc, ces candidatures, les coopter, en général, elles sont plutôt de qualité. Alors, il ne faut pas oublier aussi qu'on a d'autres moyens de recherche, hein, tous les réseaux, Pôle emploi, APEC, les institutionnels. Vous pouvez aussi provoquer des événements dans votre entreprise qui vous amènent du réseau plus large, qui eux-mêmes ont un réseau de personnes à placer ou de connaissances simplement qui vont rayonner pour vous. Les salons professionnels, les forums de l'emploi, tout ce qui est partenariat école et université. On a certaines écoles qui sont présentes ici. J'ai noté qu'il y avait l'ISCAE. Ben voilà, Chloé, elle est là parce qu'elle sait que ça fonctionne et qu'il faut rayonner au sein des entreprises, des réseaux d'entreprises et donc auprès de l'UPE pour aussi que nous, on puisse dire, ben, on a croisé l'ISCAE et on peut envoyer comme ça, échanger avec certaines candidatures d'apprentis notamment et de futurs contrats pleins à terme. Le job dating, bon, ben ça, certaines entreprises les provoquent, sinon on peut s'appuyer sur Pôle emploi pour participer à certains job dating et la PEC également. Tout ce qui est porte ouverte, les chats emploi, hein, c'est la même typologie. Les réseaux virtuels et les réseaux des anciens des écoles. Plusieurs supports pour vos offres utiles. Vous connaissez peut-être certains de ces logos déjà, je l'espère pour vous. Facebook, Twitter, LinkedIn, il y en a d'autres. C'est ceux qui fonctionnent plutôt bien. On sait qu'il y a 70% des entreprises qui déclarent utiliser les réseaux sociaux pour leur activité de recrutement. Donc, c'est énorme. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité que de passer aussi par là. Vous pouvez toujours utiliser d'autres canaux. Néanmoins, il faut aussi utiliser cela. Et vous voyez sur la photo, il y a aussi YouTube qui est aussi un canal de recrutement. Donc, je vous ai mis quelques noms de job board dans la slide qui suit. Le but, c'est toujours pareil, c'est de bien les sélectionner. C'est-à-dire d'aller toucher la bonne cible. Et en tant que RH, on n'est pas marketeur. Donc, on n'a pas fait de marketing ou pas trop. Donc, il ne faut pas hésiter à aller taper aux portes de vos services marketing
ou d'aller voir les commerciaux de vos entreprises. Ça aussi, c'est un super outil. Et de leur dire comment tu communiques, toi, sur le produit. Finalement, on va se servir des mêmes canaux pour toucher notre cible recrutement. Selon votre activité, il va falloir trier l'audience et la cible de certains réseaux. Donc, il faut vous renseigner là-dessus. N'hésitez pas, du coup, à brainstormer avec vos équipes en interne pour savoir quels sont les réseaux utilisés par ceux qui achètent et par ceux qui veulent travailler dans ce monde-là, dans votre activité. Alors, un autre outil, c'est travailler votre marque employeur. On pourrait faire 2 heures sur la marque employeur d'atelier. J'ai une slide juste pour vous rappeler que vos méthodes, vos pratiques auprès de vos salariés ont une résonance auprès des futurs candidats et également auprès des candidats qui sont chez vous et que vous voulez fidéliser. Donc, faites attention à vos méthodes de communication. Là encore, je vous montre une photo du Club Med, du réseau de recrutement du Club Med. Ils ont une page spécifique pour ça, qui communique là sur Twitter. Et voyez, on a vraiment envie de les rejoindre. Franchement, si on aime un petit peu la montagne et les chalets pour les saisons, on a l'impression qu'ils s'amusent. Et effectivement, on va travailler cette image de votre entreprise auprès de vos employés, de vos clients, de vos patients, de vos étudiants, parce que c'est important de leur donner envie d'abord de rester et ensuite d'être recrutés par vous, de rentrer chez vous. Donc, je rue dans quelque chose que vous connaissez déjà, mais très souvent, dans des plus petites structures, on a l'impression qu'on ne peut pas faire de marque employeur parce que ça coûte trop cher. La marque employeur, c'est quelque chose qu'on peut faire avec les mêmes finances que ce que vous possédez déjà. C'est-à-dire qu'on va simplement se poser la question de comment je rayonne, comment je suis vue par les autres et comment je peux améliorer ça au même coût. C'est la pratique RSE. Comment je fais pour être meilleure ou me mettre en visibilité sur mes bonnes pratiques pour pouvoir faire mouche auprès de mes futurs candidats. Et donc, ça, c'est une communication sur les réseaux, un affichage de quelque chose, d'un événement qui se passe super bien, où j'ai des salariés qui sourient, qui sont heureux. Et surtout, dans le fond, c'est faire en sorte que vraiment mes salariés sourient et soient heureux dans mes pratiques managériales et dans mes process. Donc, dans cette même lignée, si on veut recruter plus facilement, c'est travailler aussi en interne, brainstormer avec mes salariés pour améliorer la qualité de vie au travail et me mettre en visibilité par rapport à ça. Alors, attention, le recrutement est très encadré par la loi. Vos annonces, vous le savez, je n'ai pas remis ici toutes les slides liées à la publication des offres, mais vous savez qu'elles doivent être non discriminantes et elles sont très encadrées par le légal. Je vais un petit peu plus loin au-delà de ça et je vous parle de promesses d'embauche parce que c'est souvent la question qui m'est posée par les dirigeants d'entreprise. Comment je fais une promesse d'embauche sans être liée, sans qu'on puisse me dire que finalement, si je me rétracte, mon candidat peut me demander des pénalités ou peut interjeter devant le tribunal des prud'hommes ou du commerce aussi également pour obtenir réparation. Eh bien, on ne va pas faire une promesse d'embauche qui est une offre ferme et précise où on promet l'embauche à suivre. On va faire une proposition de contrat. Cette proposition de contrat, c'est un courrier qui dit « Nous vous proposons le contrat suivant. À vous de me dire si cette proposition vous convient. » Donc, on ne s'engage pas fermement. Néanmoins, le candidat a entre les mains un support écrit où il sait que vous êtes engagé à lui proposer un contrat. Mais l'accord vient de sa part. Donc, essayez dans vos propositions de contrat de bien noter cet engagement de la part du candidat et pas de l'entreprise. Donc, on ne fait pas une offre ferme et précise. On propose un contrat qu'on est capable de livrer. Néanmoins, avec la situation sanitaire actuelle, on intitule bien cette lettre proposition de contrat et pas promesse d'embauche, qui est différent auprès de la législation. Donc ça, c'est l'outil à retenir quand à la suite du recrutement, vous souhaitez vous engager. Bien sûr, par rapport à l'employeur, à sa marge de choix par rapport au candidat, vous savez qu'on ne doit pas discriminer. Donc ça, la non-discrimination, c'est très large. Ça touche le sexe, l'âge, les capacités professionnelles, le handicap, l'ethnie, la race. Tous ces sujets-là
ne doivent pas pouvoir entraver votre choix par rapport au poste que vous proposez. C'est-à-dire que vous devez prouver de bonne foi que vous avez refusé un candidat parce que certaines compétences manquaient, parce qu'il n'avait pas les capacités de se proposer à votre emploi, par manque de permis ou par manque de connaissances. Ça doit être confort pour vous de pouvoir refuser ça. Si vous avez peur dans vos choix d'une tendance, vous n'arrivez pas à assurer ces choix-là, l'outil, c'est prouver sa bonne foi par des actions proactives. Ça veut dire qu'on va faire des démarches à côté, où on va travailler sur le handicap. On va travailler avec la HALDE, HALDE, qui propose des actions en entreprise pour mettre en avant la non-discrimination. N'hésitez pas à vous renseigner sur ces organismes qui proposent ce genre d'activité et qui vont pouvoir étayer votre bonne foi en cas de contrôle, en cas de testing pendant les recrutements, si ça vous arrive d'avoir des faux candidats, hein, comme les clients mystères. Ben là, on a des candidats mystères qui sont d'ailleurs envoyés par la HALDE. Donc, n'hésitez pas à entrer en relation de manière proactive avec ces organismes-là pour vous mettre en avant sur vos méthodes et aussi à les mettre en visibilité par rapport à votre marque employeur. Là aussi, on va optimiser, on va se servir d'une action pour faire 2 actions de mise en visibilité. Donc, je vous rappelle que recruter, c'est un métier. Donc, vérifiez que vous avez la compétence en interne. Sinon, n'hésitez pas à déléguer. Peut-être par rapport au coût sur certaines phases du recrutement si vous n'avez pas les fonds pour tout déléguer. Vérifiez qu'il y a une valeur ajoutée à recruter vous-même. Si ça vous fait plaisir de faire partie des entretiens, allez-y. La valeur ajoutée, ça peut être le plaisir. N'hésitez pas. Néanmoins, si dans le calcul, la valeur ajoutée, c'est de faire votre recrutement vous-même, eh bien, faites-vous conseiller ou faites-vous former. N'oubliez pas qu'il y a des fonds de la formation qui sont accessibles à chacun des salariés des entreprises, à chacun des dirigeants d'entreprise. Vous pouvez obtenir des fonds gratuitement pour vous former. Et si vous avez des lacunes en termes de recrutement, n'hésitez pas à vous former ou à vous faire former par d'autres organismes. Je peux vous renseigner à ce sujet si vous avez des questions. Vérifiez les dispositions légales applicables à votre offre, parce qu'on peut faire des boulettes, hein, très simplement. Même des cabinets RH, des agences d'intérim dans l'urgence, parfois publient des annonces qui sont légalement mauvaises, mais il faut faire attention à ça parce que ça rayonne, ça diffuse et on peut se faire retoquer. Et bien sûr, vérifiez que votre offre est sexy. Alors ça, c'est le petit plus, mais pour montrer que votre entreprise, elle peut aussi amener du bien-être et elle peut faire une vraie proposition. Donc, comme je vous le disais, optimiser toutes les étapes. À chaque étape de l'entretien, on peut optimiser. Donc, il y a le sourcing, l'entretien téléphonique, soit vidéo, physique, la prise de décision. Ces entretiens-là, si vous avez des gens en interne qui sont capables de les faire, les managers de proximité, n'hésitez pas à déléguer parce que vous, ça va vous faire gagner du temps et donc aussi de l'argent. Quand on informe le candidat retenu ou les autres, faire partager aussi vos pratiques de QVT, de qualité de vie au travail, partager ce que vous faites dans l'entreprise, même si vous ne retenez pas le candidat, ne pas le laisser sur la case, lui dire que pour un prochain poste, il pourra être intéressant parce que peut-être vous avez repéré dans son CV d'autres compétences qui peuvent vous intéresser, mais à plus long terme. Et ne pas oublier que le recrutement, c'est toujours un compromis entre le souhaitable et le possible. On n'a jamais le candidat idéal. Néanmoins, ce candidat que vous allez choisir, il va amener d'autres choses dans l'entreprise, il va vous faire grandir, il va amener un sang neuf. Et ça aussi, c'est de l'optimisation. Les aides qu'on peut obtenir de Pôle emploi au recrutement, on n'y pense pas assez souvent, mais Pôle emploi propose des POI ou des AFPR. On peut avoir jusqu'à 400 heures gratuites pour l'entreprise. Et au-delà de ça, c'est mieux que le gratuit, c'est-à-dire que le salarié peut bénéficier de ses allocations chômage pendant jusqu'à 400 heures. Donc, lui, il ne perd pas d'argent, il est toujours au chômage. Vous, il ne vous coûte rien et vous pouvez même facturer à Pôle emploi la prestation de formation que vous livrez à cette prise de poste et donc ça peut même vous rapporter de la trésorerie. Alors, on ne le fait pas pour ça. Attention à la démarche, ce n'est pas fait pour gagner de l'argent, c'est fait pour tester un candidat, prendre le temps de le former avant de l'intégrer. Donc, pensez bien qu'il faut toujours bien choisir son candidat et utiliser ce protocole pour le tester et le former. Il y a un petit plan de formation à monter pour Pôle emploi dans ce processus-là. Là aussi, vous pouvez vous faire accompagner
et sur le recrutement et sur la faisabilité du plan de formation. Pôle emploi propose également la PMSMP, qui est une période de mise en situation en milieu professionnel. Je ne me rappelle jamais ce que ça veut dire, PMSMP, mais ce que je sais, c'est qu'on peut aller jusqu'à 2 mois et c'est la même chose. Vous pouvez utiliser le candidat dans ses allocations chômage, c'est-à-dire tant qu'il est rémunéré par Pôle emploi, et le tester jusqu'à 2 mois. Donc, en général, c'est 1 semaine à 15 jours qu'on renouvelle auprès de Pôle emploi et on utilise comme ça 1 à 2 mois selon le poste pour tester ce candidat. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser ces protocoles-là. Anticipez bien par contre, parce qu'auprès de Pôle emploi, il faut compter environ une dizaine de jours pour que ces méthodes soient mises en place. Est-ce que vous avez des questions sur le recrutement et l'optimisation du recrutement que je vous propose? Si vous ne souhaitez pas échanger à l'oral, n'hésitez pas à noter vos questions dans le chat. Pas de questions particulières. Alors, on continue. Je vais vous parler maintenant de l'entretien professionnel. Alors, l'entretien professionnel… Magali, il y a une question de Stéphanie. Des exemples d'offres d'emploi illégales? Alors, si tu en as. Eh bien, à l'oral, on peut en trouver tout à fait, très souvent sur les réseaux. C'est par exemple celle qui ne mentionne pas le masculin-féminin, celle qui ne mentionne pas que le poste est ouvert à un poste ouvert aux candidats ayant une reconnaissance de travailleurs handicapés, le RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Également, les diplômes nécessaires pour ce poste. Parfois, on mentionne un diplôme ou un niveau. C'est très bien. Si ça y est pas, il faut absolument renseigner le candidat sur le diplôme et l'expérience qu'on attend de lui. Ça peut être une expérience très basse, voire pas d'expérience du tout, mais c'est très bien de mentionner ce qu'on va y faire. Également, prévenir le candidat d'éventuels tests au recrutement. Parce que si on fait des tests et qu'on ne le précise pas, eh ben, on est normalement dans l'illégalité. Alors, les candidats sont assez ouverts à ça, c'est-à-dire qu'ils sont tellement dans le besoin d'obtenir le poste qu'ils vont accepter, mais néanmoins, on n'est pas dans la légalité quand on leur propose un test et qu'ils ne sont pas prévenus. Est-ce que ça répond à votre question? Magali, Stéphanie, n'hésitez pas à mettre un petit message, elle dit oui. Après, on a une question de Bernard. Quel usage de technique issue du DISC? Alors, moi, je n'utilise pas DISC, je ne suis pas coach. Donc, ça fait partie des tests qu'on applique en recrutement. Donc, ça peut tout à fait être utilisé. Mais encore une fois, le légal rapporté à ça, c'est de prévenir qu'on va faire un test. Ça répond à votre question, Bernard? J'aurais dit que l'approche DISC permet de mieux cerner les attitudes, le comportement d'un candidat. Oui, oui, tout à fait. Et comme si on s'oriente vers un métier technique, de recherche, etc., c'est quand même pas du tout les mêmes profils. Et donc, tout ce qui est lié à DISC, à l'approche DISC, permet d'affiner l'offre de… C'est tout à fait vrai. Oui, il y a plein d'autres tests, d'ailleurs, en dehors du DISC qui permettent ça. Bien sûr, bien sûr. Là, aujourd'hui, je ne rentre pas dans le détail des tests, encore une fois, parce que je ne travaille pas sur ces points-là, mais effectivement, lors de l'embauche, c'est très intéressant de se poser la question du test à fournir. D'ailleurs, dans une autre mesure, on peut aussi échanger, par exemple, quand on recrute sur un poste d'assistant comptable, de proposer à son comptable de poser 3-4 questions à l'entretien technique qui permettent déjà de déceler certaines compétences. Donc, le test, quel qu'il soit, il doit être réfléchi en interne et échangé avec les équipes, voire délégué effectivement à des coachs ou à des organismes qui proposent ces tests et qui peuvent tout à fait engager le recrutement de manière plus fine. On est bon pour le recrutement, je continue sur l'entretien. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu. Oui, il n'y a plus de questions pour l'instant. Parfait. Donc, l'entretien professionnel, à ne pas confondre avec l'entretien annuel. L'entretien professionnel, il est obligatoire. On doit y retrouver l'expression des aspirations du salarié, les possibilités d'évolution. Attention, dans l'entreprise, mais également en dehors de l'entreprise, il faut proposer ces choses-là. Et ses souhaits de formation. C'est un lieu d'échange. Alors, que dit la législation? La législation, on a des articles du Code du travail
qui vous oblige à respecter certains critères. On doit absolument apprécier sa capacité à occuper l'emploi et ça doit présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé. Ce sont les mêmes articles qui vont gérer également le recrutement. Donc, on est dans la suite du salariat. Donc, l'obligation de l'employeur, c'est vraiment juger la performance pendant l'entretien. On ne peut pas aller au-delà de ça. Pour le salarié, son obligation, c'est être présent. Donc, n'oubliez pas que si un salarié ne répond pas, ne se présente pas plusieurs fois, à raison de courrier qu'on recommandait que l'employeur peut envoyer au salarié, à un moment, on peut aller jusqu'à la sanction en expliquant que nous, on n'a pas de moyen d'évaluer cette personne de manière professionnelle et que si c'est bloquant, effectivement, on peut aller jusqu'à une sanction allant jusqu'au licenciement. L'entretien, c'est un outil d'optimisation RH parce que c'est un outil de management et ça permet d'apprécier les performances, l'activité actuelle, où en est-on dans mon entreprise, qu'est-ce qui est fait sur ce poste-là, la détection des besoins de formation et la gestion de sa carrière. On a une obligation dans ces entretiens professionnels, c'est absolument parler formation et parler également VAE. Je vous en reparle tout de suite. L'entretien annuel d'évaluation, lui, il n'est pas obligatoire. C'est souvent l'entretien qu'on a avec les commerciaux. C'est un entretien de management où on va évaluer un petit peu les objectifs du salarié. Il est différent de l'entretien professionnel parce que celui-là, il n'est pas obligatoire et il a lieu tous les ans en général. Je vous ai livré une typologie de matrice, mais vous en trouvez plein en ligne. Attention à bien vérifier que celle que vous trouvez correspond bien à l'entretien que vous souhaitez mener. Les DRIT, les directs, l'inspection du travail, elle va vérifier que vous faites au moins l'entretien professionnel biennal, c'est-à-dire l'entretien professionnel qui a lieu tous les 2 ans. Elle va aussi vérifier que vous fassiez l'entretien sexennal, mais ça, je vous en parle après. Donc, l'entretien professionnel biennal, c'est celui-là qui est obligatoire et vous devez absolument privilégier un moment avec votre salarié pour discuter de la stratégie, de son milieu et avoir surtout une remontée d'informations du salarié. Dans cet entretien, vous devez recueillir le feedback du salarié. Ce n'est pas vous qui donnez les objectifs, ça c'est l'entretien annuel. L'entretien professionnel, c'est l'entretien où on remonte des informations du salarié. Et donc, on va appuyer cet entretien sur une matrice. Moi, je vous propose une matrice qui est livrée par le gouvernement et je vous en reparle juste après. Donc, c'est un entretien qui est au service du collaborateur parce qu'il permet d'identifier des opportunités professionnelles à saisir dans l'entreprise, d'avoir plus de visibilité sur sa carrière, même s'il n'y a pas de visibilité pour l'entreprise, il permet un échange et de dire cette année, on ne sait pas ce qu'on fera l'année prochaine. Ça aussi, c'est de la visibilité. N'oubliez pas, quand on ne peut pas, c'est aussi donner des informations. Exprimer, que le salarié exprime à l'entreprise ses envies, son projet, donc on va remonter des besoins et bien sûr d'accéder à un bilan de compétences, une formation ou une VAE. Alors, il y a tout un légal qui est attaché à ces entretiens professionnels. La loi, elle a évolué. En 2014, elle a apporté une grosse réforme, notamment sur la formation et aussi sur ces entretiens annuels. En 2016, la loi travail a créé l'obligation d'information de la VAE. Donc, vous devez absolument parler VAE dans vos entretiens professionnels. C'est d'ailleurs là-dessus qu'on va vous surveiller et voir que votre entretien professionnel, c'est bien le biennal parce que vous aurez parlé VAE, parce que vous aurez parlé formation. Et cette loi travail, elle a institué l'entretien sexennal avec une obligation. On doit avoir effectué les entretiens biennals, donc tous les 2 ans. Et au bout de 6 ans, on va faire un contrôle. On va vérifier que votre salarié a eu au moins une action de formation, au moins un élément de certification professionnelle, qui peut être une formation certifiante ou une VAE, et une progression salariale. Ça, la loi vous oblige à avoir un œil sur ces 3 critères. Et je vais vous expliquer comment vous devez avoir un œil. Donc, la première chose, c'est le support du gouvernement. Alors, vous voyez, quand je clique sur mon support, on va le retrouver sur le site du gouvernement, mais le site vae.gouv.fr. Alors déjà, c'est pas simple. Quand en plus l'employeur doit aller chercher ses matrices sur vae.fr, c'est très compliqué. Donc sachez-le, le support de l'entretien professionnel, comme il est lié à cette loi de travail qui a institué l'obligation d'information sur la VAE, vous le retrouvez
sur le site vae.gouv.fr. Et là, tout de suite, vous avez la matrice. Elle est cliquable. Et voyez, elle est téléchargeable. Hop, du coup, ça lui a fait trop de flux. Ma caméra a sauté. Vous avez une matrice modifiable et téléchargeable et remplissable directement en ligne. Donc, servez-vous de cette matrice, c'est celle du gouvernement, et faites-la évoluer, faites-la vivre dans vos entreprises, augmentez-la de vos besoins, augmentez-la des spécificités qui y sont raccrochées. Et cette matrice, elle est très bien faite parce que franchement, elle vous donne les obligations sous forme de tableau et ensuite, elle vous propose toutes les questions à poser. Que réussissez-vous le mieux? Qu'aimeriez-vous faire dans vos fonctions actuelles? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Comment pouvez-vous les surmonter? Il y a eu un travail de brainstorming et de management participatif dans ces questions. Donc, franchement, utilisez cette base. C'est une très bonne base de travail. Et vous pourrez, en cas de contrôle, justifier que vous avez téléchargé la matrice auprès de l'État et donc que vous êtes dans les clous. N'oubliez pas, à chaque entretien, donc chaque vague, chaque campagne annuelle, d'aller récupérer la matrice à jour parce que ces matrices évoluent, le légal évolue et que vous l'avez vu, la proposition de VAE qu'on aborde très rapidement ici, eh ben, elle est arrivée en 2016 et elle n'était pas dans les matrices gouvernementales avant. Donc, vous voyez, la proposition de VAE, c'est très succinct, mais il faut en parler. Voilà pour la matrice du gouvernement. Donc, l'entretien sexennal, il a lieu au 3e entretien de formation professionnelle biannuel. C'est-à-dire qu'on fait un entretien biannuel professionnel, un autre entretien biannuel 2 ans après, et ensuite on arrive au sexennal, donc on fait un entretien sexennal. C'est la même formalité physique, c'est-à-dire que vous rencontrez votre salarié pour l'entretien professionnel biannuel, sauf que ça sera un entretien sexennal, l'entretien qui arrive au bout de 6 ans. Attention, la loi qui a introduit ces entretiens sexennals a été rétroactive, c'est-à-dire tous les salariés qui ont plus de 6 ans dans l'entreprise en 2020 devaient passer leur entretien sexennal. Alors, avec l'urgence sanitaire, on a permis à ce que cet entretien de 2020 soit possible, il est possible de le faire jusqu'au 30 juin 2021. Donc, il vous reste un mois pour tous les salariés qui ont au moins 6 ans d'ancienneté pour faire vos entretiens sexennaux. Donc, attention à vous bien vérifier que tous ces salariés-là qui ont 6 ans d'ancienneté dans vos entreprises ont bien fait cet entretien. Parce que là, les contrôles vont commencer à partir du mois de juillet. Sur toute la fin d'année, on va vérifier que vous avez fait vos campagnes. À minimal, lancez vos campagnes et pris à tâche avec vos salariés, fixez des dates en fonction de leurs activités pour que vous puissiez les rencontrer. Donc, dans cet entretien sexennal, on va vérifier 2 choses. D'abord, que les 2 entretiens bisannuels ont eu lieu il y a 2 ans et il y a 4 ans. Donc, vérifiez vos archives, notez à vos dossiers de salariés les dates d'entretien. Si vous ne les avez pas fait, commencez à lancer vos campagnes pour redresser la barre. Et ensuite, on va vérifier soit que votre salarié a suivi une formation dans les 6 ans qui se sont écoulés, soit cette formation est obligatoire et donc vous avez fait le minimum qu'on puisse demander à une entreprise. Vous l'avez formé sur les obligatoires et auquel cas, vous devez forcément avoir un autre critère validé, c'est-à-dire qu'il a passé une certification professionnelle ou il a fait une VAE ou alors il a bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Ça veut dire qu'il est resté au même poste et il a eu plus d'argent ou il a évolué de son poste et il a aussi eu plus d'argent. Mais vous devez valider, si vous avez fait simplement une obligatoire avec lui, vous devez valider au moins un des 2 points qui suivent. Si vous lui avez fait une formation certifiante autre que les obligatoires, plus les obligatoires, on est OK, vous avez rempli vos critères. Vous n'êtes pas obligé de justifier d'une progression salariale ou professionnelle. Donc, c'est assez technique. L'entretien sexennal, il doit valider au moins une formation certifiante dans les 6 ans. Si ce n'est pas le cas, si vous avez fait simplement une obligatoire, vous devez vérifier que vous avez fait évoluer votre salarié soit en VAE, soit en certification autre, soit en progression salariale ou professionnelle.
Dans le cas où vous ne respectez pas ces critères, c'est-à-dire qu'au mois de juin, là, vous n'avez pas possibilité de justifier que pendant les 6 ans, vous avez formé vos salariés, eh bien, vous devez abonder le CPF de vos salariés. Ça, c'est l'amende que vous allez devoir payer. Et c'est une amende très intelligente parce qu'en fait, vous allez donner de l'argent à votre salarié pour qu'il se forme. Donc, finalement, vous bouclez la boucle. Vous n'avez pas pu le faire en interne. Vous allez le faire par l'indemnisation et l'indemnité, l'amende qui est liée aux articles de loi. Alors, je vous invite vraiment à former vos salariés et ne pas attendre d'être amendés pour leur donner l'argent pour les former. Ce que je viens de vous dire, je l'ai redétaillé en détail dans les slides qui suivent parce que c'est un peu technique. L'outil que je vous propose ici, c'est l'accord d'entreprise parce qu'un accord GPEC peut venir dire tous les 2 ans, tous les 3 ans, on fait une formation certifiante et le groupe doit appliquer ça. Donc, on doit absolument aller vers des entretiens maîtrisés. Alors, je saute un petit peu toutes ces slides. Est-ce qu'il y a des questions sur l'entretien annuel ? Pas de questions particulières. Alors, je vous parle rapidement du plan de développement de compétences. Le plan de développement de compétences, c'est l'ancien plan de formation. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à un tableau Excel comme ça, que vous devez avoir en interne et qui retrace les formations que vous allez faire à vos salariés. Toutes les entreprises payent une taxe de formation auprès de l'OPCO, qui est d'environ 1%. Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent obtenir des fonds sur cette taxe qu'on rétribue à l'entreprise pour former ses salariés gratuitement. On va venir prendre en charge de la formation. Souvent, ce plan de développement n'est pas utilisé. Pour les moins de 50 salariés, pensez bien que vous avez des fonds gratuits à récupérer auprès de vos OPCO. Donc, il faut absolument échanger avec vos OPCO pour aller récupérer ce plan de développement de formation pour vos salariés. Les dirigeants aussi, que vous fassiez partie du FIFPL, de l'AGFIS, des autres organismes collecteurs des professions libérales, vous avez des fonds de la formation. Tous les ans, l'AGFIS, par exemple, propose 1 400 € pour vous former dans un autre métier que celui que vous occupez ou celui que vous occupez. Mais c'est ouvert. Donc, 1 400 €, ça vous permet de faire 2, 3, parfois 4 jours de formation. Donc, n'hésitez pas à négocier vos devis, à utiliser ces fonds pour former vos salariés. Les OPCO sont les interlocuteurs privilégiés pour vous parler des protocoles gratuits de formation et des protocoles déjà négociés, soldés, en promotion. Vous avez des formations, des CACES par exemple à 80 € tête. Donc, il faut absolument que vous vous engagiez la discussion avec eux, que vous trouviez le collaborateur OPCO, votre référent OPCO qui puisse vous renseigner. Par exemple, un des protocoles gratuits qui a été lancé cette année, c'est le FNE, l'année dernière, Fonds national de l'État. Donc, on a 1 500 € gratuits pour tous les salariés qui sont en activité de chômage partiel ou total. Donc, il faut utiliser ces fonds, il faut lancer des formations pendant que vos salariés ne sont pas occupés et pour utiliser au maximum ces fonds de la formation. Donc, pensez bien à toujours récupérer d'abord les fonds du plan de développement de compétences qui sont ouverts aux moins de 50 salariés, les plus de 50 n'ont plus droit. Et surtout, pensez que vos obligatoires, même si elles n'ont plus le droit d'être prises en charge par ce plan de développement de compétences, si vous formez par exemple vos salariés à l'incendie de manière obligatoire sur une demi-journée, pensez que vous avez des protocoles de formation sur 1 jour ou 2 jours qui vont former de manière plus conséquente vos salariés à l'incendie, qui peuvent être pris en charge du coup par votre plan de développement de compétences. Donc, les former plus, les former mieux, peut être pris en charge en totalité et répondre à votre formation obligatoire. Donc ça, c'est intéressant de réfléchir à libérer un petit peu plus vos salariés en journée pour qu'ils se forment mieux et que cette formation soit prise en charge intégralement par l'OPCO. Donc, négociez avec votre OPCO à ce que vos obligatoires soient pris en charge sur des formations plus conséquentes si vous êtes prêt à libérer vos salariés plus qu'une demi-journée ou une journée. Est-ce qu'il y a des questions sur le plan de développement de compétences? C'est un sujet très vaste, très compliqué. Mais vraiment, n'oubliez pas de prendre attache avec votre pro ou de vous faire accompagner sur la formation parce que c'est un imbroglio de communication, d'échange de mails pour faire passer des dossiers, etc. C'est assez compliqué. Vous pouvez utiliser votre
budget de formation de dirigeants pour gérer votre plan de développement de compétences pour vos salariés. N'oubliez pas que ça, c'est un intérêt très, très fort. Et j'atteins le dernier sujet, alors qui ne vous passionne pas en général, mais qui est l'obligatoire le plus important du moment, celui qui est le plus contrôlé en ce moment, le DUER. Donc, le document unique d'évaluation des risques. C'est une obligation légale. On demande à l'employeur d'identifier les risques qui existent au sein de son entreprise, de les classer et de réaliser un plan d'action afin de le prévenir. Alors, le DUER, il est obligatoire quand vous recevez du public, quand vous êtes donc un commerce ou une école. Il est également obligatoire quand vous êtes organisme de formation, que vous avez des bénéficiaires, donc des gens qui travaillent avec vous, que vous recevez quelqu'un, même à partir de une personne. Vous devez justifier que vous avez évalué les risques de votre environnement. Même si vous travaillez en marchand, comme Anne-Gaëlle, vous devez avoir la possibilité de dire que vous avez évalué les risques de votre activité pour la personne que vous recevez et pour vous-même aussi, même si vous êtes tout seul dans votre entreprise. Et bien sûr, à partir du moment où vous avez un salarié. Un seul salarié déclenche, si vous ne recevez pas de personnel, si vous ne recevez pas de clients, si vous avez un salarié, vous devez aussi avoir un DUER. Donc, la petite rôtisserie ambulante, elle doit avoir un DUER, la coiffeuse doit avoir un DUER, l'école doit avoir un DUER, les organismes de formation ont des DUER, les associations qui reçoivent du public doivent avoir des DUER, les sociétés qui ont des salariés aussi. Donc, les DUER, c'est le document unique. Parfois, il est appelé document unique, parfois, il est appelé document unique d'évaluation des risques, parfois, il est appelé document unique d'évaluation des risques professionnels. Vous pouvez aussi le trouver sous DERP. Je déborde un peu sur le créneau, mais je suis désolée, c'est assez important. C'est un document unique qui est public, c'est-à-dire que vous devez le montrer à vos salariés, il doit être ouvert à vos salariés, il doit être ouvert à votre CSE, donc notamment dans ces branches, sections, conditions de travail, ainsi qu'aux délégués du personnel si le CSE n'est pas créé véritablement dans ces conditions, dans les sections conditions de travail, à la médecine du travail et bien sûr à l'inspection du travail. Les DRITS entament déjà des contrôles très durs sur les DUER. S'il n'existe pas, le simple fait qu'il n'existe pas, c'est 1 500 €. Fabriquer un DUER, c'est entre 500 et 2 000 €. Je vous laisse faire le calcul. Commander un DUER, le faire, c'est entre 500 et 1 500 €. Vous risquez 1 500 € d'amende. L'amende est très forte. Donc, ça vaut le coup, sur une première année, de se faire accompagner pour le faire bien et ensuite le faire évoluer éventuellement en interne. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans un DUER? D'abord, on fait la liste des risques potentiels qui peuvent arriver dans votre entreprise. On a des articles et des décrets de loi qui vous aident pour ça. Et les mesures Covid, les décrets liés à la protocole sanitaire vous aident aussi à évaluer vos risques. Ensuite, on cote la probabilité et la fréquence de ceux-ci et la gravité de ces risques. Donc, il y a des risques qui sont improbables, qui arrivent très rarement, ils sont cotés 1, ou alors ils sont inévitables, ils arrivent très fréquemment, ils sont cotés 4. Par exemple, quand on fait de la formation en marchand, le risque d'entorse, il peut être coté 3 ou 4. La gravité, elle peut être minime comme elle peut être très grave. Le décès, c'est une cotation 4. Le Covid, on a l'obligation de le coter 4. Donc, vous voyez l'importance du DUER. Le risque d'infection en entreprise, il est coté 4. Donc, forcément, votre probabilité et la fréquence et la gravité vont être pondérées de manière forte. Et voilà un petit peu la réflexion qu'on amène dans le DUER. On va prioriser les actions en fonction du niveau de fréquence et du niveau de gravité de votre risque. Et donc, on va être en priorité 1 si ça arrive très souvent et que c'est très grave. Et on va être en priorité 3 si c'est un niveau très improbable et très faible d'action. Si, par exemple, Anga, dans ses formations en marchant, son coaching en marchant, propose des genouillères ou des temps de pause, en fait, on travaille sur les process de travail pour amenuiser les risques, et on va pouvoir retomber sur une priorité 2 ou une priorité 3 sur l'entorse. D'accord? Donc, par la réflexion outil et par la réflexion process, donc qu'est-ce qu'on amène comme outil autour du poste pour soulager le risque? Qu'est-ce qu'on amène dans le process pour soulager le risque? On va comme ça réduire un petit peu les risques. Et voilà le fameux DUER. Donc, c'est moche, c'est un tableau où on va venir lister les risques sur la gauche, lister la fréquence et la gravité. On va y adjoindre une priorité qui se calcule et en fonction des priorités qui émergent, on va donner déjà les mesures préventives qui sont en place et on va dire
comment on va améliorer ces process sur le moyen et le long terme. Alors, il y a plein de techniques sur les plans d'action, les mesures à mettre en place. C'est tout là l'objet du consultant, c'est-à-dire que sur un process, on va aider à trouver les mesures pour faire tomber le risque, mais aussi pour optimiser vos propres process de travail. On va utiliser ce que dit la personne qui fait l'activité, le formateur, le coach, le dirigeant d'entreprise, pour améliorer le process et trouver une utilité à terme qui va aussi demain pouvoir être mise en visibilité pour votre marque employeur parce que vous protégez vos salariés. Donc, le DER, c'est un super outil d'optimisation. Vous n'avez pas le choix, d'autre choix que de le faire, de le mettre en place. C'est un petit peu compliqué. Moi, vraiment, j'insiste sur le fait de vous faire accompagner parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée à le créer. Par contre, il y a une valeur ajoutée à travailler avec vous et à vous faire mettre en visibilité, à vous faire évoluer dans vos process par le DER. Alors, vous avez à l'exemple le risque du coronavirus dans l'infection, dans l'organisation du travail et en deuxième ligne sur l'accès aux locaux, pour vous donner une idée. Et sur la première ligne, il y a déjà la mise en place du télétravail. Attention, le télétravail est aussi un risque à faire apparaître sur une autre ligne de votre DER parce qu'il y a des risques psychosociaux liés au télétravail. Et en face, on va mettre en place le plan d'action. On va équiper, par exemple, cette entreprise d'une plateforme de visioconférence qui aura été décidée par ses propres salariés parce qu'elle est ludique, parce qu'elle est sympa, etc., etc. Donc, on fait évoluer comme ça le DER et l'entreprise par ce travail sur le DER. Donc, pour terminer sur le DER, le but, c'est d'évaluer vos risques physiques, psychiques sur un poste de travail et d'optimiser les réponses, de maîtriser vos unités de travail parce qu'il y a plusieurs onglets dans ce tableau du DER et une unité de travail peut être décuplée si ce sont les mêmes risques. Par exemple, dans des toilettes et dans une douche, on va avoir peut-être les mêmes risques et on va retrouver sur des sanitaires dans une autre section de l'entreprise les mêmes risques. Donc, vous pouvez raisonner en même unité de travail. Et bien sûr, utilisez le DER comme un véritable plan d'action à l'optimisation de vos process. Quand vous avez une préconisation à poser, utilisez-la. Faites une préconisation, une amélioration par an. Je trouve que c'est quelque chose que vous pouvez véritablement avancer à votre inspecteur du travail lors d'un contrôle et montrer que vous faites tout ce qui est en votre possible pour améliorer vos process. Et voilà, j'en ai fini avec le DER. Est-ce que vous avez des questions sur le DER ou sur les autres points que nous avons abordés? Vous pouvez ouvrir vos micros si vous le souhaitez. Est-ce que certaines personnes souhaitent prendre la parole ou c'était clair pour vous? Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous invite à nous laisser vos coordonnées dans le chat pour ceux qui… Bon, parfait, ça a l'air clair. Pour ceux qui le souhaitent. Sinon, vous avez toutes mes coordonnées donc dans la slide qui s'affiche. Je suis également adhérente UPE, donc vous pouvez retrouver mes coordonnées dans l'annuaire de l'UPE et sur leur site. Et voilà, donc Révolution se tient à votre disposition pour vous conseiller sur vos propres process et sur vos envies d'évolution et d'optimisation RH. S'il n'y a pas de questions, Élodie, Solène, je vous laisse reprendre la main. Merci beaucoup Magali pour cette belle présentation. On a Madame Godet qui nous demande si vous recevrez le support de présentation. Vous pourrez le retrouver, je crois qu'il doit y être peut-être dès maintenant ou alors d'ici cet après-midi sur le site internet de l'UPE 06 ainsi que tout le replay de la présentation de Magali. Donc, il y aura tout en ligne. Donc, voilà, n'hésitez pas à transmettre cette présentation à vos confrères, à vos collègues. Vous pouvez diffuser. Exactement. Bernard nous met son numéro de portable. C'est bon, on l'a récupéré. Voilà, parfait. Si jamais vous avez des questions dans un second temps, que vous n'avez plus les coordonnées de Magali ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous retourner vers Solène ou moi et puis nous, on se chargera de transmettre à Magali. Merci beaucoup Magali pour ta présentation. Merci à vous tous d'avoir assisté à cette visioconférence. Merci à vous de m'avoir donné la voix pendant 1h10. Désolée, j'ai débordé un peu. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup et à très bientôt.
À bientôt. Passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir.